Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de cette édition. 5 ans de prison ferme, c'est la peine requise ce vendredi par un tribunal de Conakry à l'encontre des principaux initiateurs des manifestations engagées contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée. En Côte d'Ivoire, on n'a pas fini de parler des pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs villes du pays, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. La tension régnait toujours ce vendredi en Syrie où au moins 14 civils ont été tués dans le nord du pays par des raids d'Ankara, malgré la trêve annoncée par Washington. Bonsoir. Le parquet de Guinée a requis vendredi devant un tribunal de Conakry la peine maximale de 5 ans de prison ferme à l'encontre des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée. Donc, les détails avec Blanche Sanou. Ils étaient 8 prévenus à comparaître devant le tribunal de Conakry placé sous haute protection policière. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a requis une peine de 5 ans d'emprisonnement contre 7 prévenus assortie d'une amende de 2 millions de francs guinéens, l'équivalent de 194 € chacun. Il a demandé la relaxe du 8e prévenu, une peine qui suscite des incertitudes et du mécontentement. Nous ne reconnaissons pas cet ordre juridique. Pour nous, cet ordre juridique n'a aucun fondement, aucune base légale. En ce 21e siècle, en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. Les prévenus sont des dirigeants du Front national pour la défense de la Constitution, le collectif à l'origine des manifestations qui ont secoué Conakry et plusieurs villes de Guinée et fait plusieurs morts en début de semaine. Le procureur a assimilé cet acte à un appel à l'insurrection. Les autorités affirment que le mouvement est illégal, faute de déclaration préalable. Le FNDC entend faire barrage au projet prêté au président Condé de faire réviser la Constitution pour se présenter à sa propre succession à l'expiration de son second mandat en octobre 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Des protestations qui ne laissent pas indifférente la communauté internationale qui tire la sonnette d'alarme. L'ONG Human Rights Watch a réclamé l'arrêt de la répression, la libération des personnes arrêtées et une enquête sur les violences. Et pour parler de cette actualité, accueillons sur ce plateau Madame Aïssatou Biro Diallo. Vous êtes guinéenne et membre de la société civile, notamment du FNDC, le Front national de défense contre la défense de la Constitution. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Belibien. Merci de m'avoir reçu. Alors, les prévenus dont on parlait dans le reportage tout à l'heure, ce sont des dirigeants de votre parti, le Front national pour la défense de la Constitution. Est-ce que la Constitution guinéenne est en danger? Si oui, comment, pourquoi? Oui, actuellement, je peux dire que la Constitution guinéenne est en danger parce que le président de la République, qui a voté 2 fois, qui a juré 2 fois sur la même Constitution, lui met en danger en violant la Constitution. Et comment ça? Comment ça? Parce que en voyant, il s'est prononcé avec son interview, par son interview avec les journalistes sénégalais. Il a dit que si on modifie la Constitution guinéenne, c'est automatiquement un 3e mandat pour lui. Et si on change la Constitution guinéenne, c'est une nouvelle république. Et les données changent, la pendule reprend à 0. Donc actuellement, vraiment, notre Constitution est en danger. Alors, vos dirigeants sont les initiateurs des manifestations qu'on a vues ces derniers jours en Guinée. Or, les autorités ont interdit les manifestations depuis juillet 2018. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en faute? Est-ce que vous ne violez pas les lois de la République? Non, pas du tout. On ne viole pas les lois de la République. Au contraire, c'est le gouvernement qui viole la loi de la République.
L'article 10 de notre Constitution autorise le peuple à manifester et des cortèges. Donc, comme a dit Gandhi, quand le gouvernement devient hors la loi ou corrompu, la manifestation devient sacrée. C'est un devoir sacré pour le peuple. Et la seule solution, c'est la rue pour nous faire entendre. Malheureusement, la rue a tué au moins 9 personnes, fait plus de 200 blessés. Le second mandat d'Alpha Condé expire en octobre 2020. Et jusque-là, il n'a pas clairement réfuté l'idée d'un troisième mandat. Pourquoi est-ce que le président Condé ne veut pas dire clairement aux Guinéens quelle est sa pensée sur ce sujet? Non, le président Condé a dit clairement aux Guinéens ce qui va se passer. C'est-à-dire? Il a dit que si on modifie, je me répète encore, si on modifie la constitution guinéenne, c'est un troisième mandat pour lui. Et si on change la constitution guinéenne, c'est une nouvelle république. Et comme la loi n'est pas rétroactive, il peut se représenter qu'il va donner une présidence à vie. Donc, il a été clair, même son dernier interview qu'il a fait récemment. Avec sur VOA Afrique. Oui. Voilà. Merci, Madame Aïssatou Biro Diallo, d'être venue et nous reparlerons de cela avec vous prochainement. Au Sénégal, il faudra encore patienter avant la tenue des élections locales, d'abord prévues pour le mois de juin de cette année, puis repoussées à décembre. C'est finalement en 2020 que les Sénégalais iront aux urnes pour élire les conseillers départementaux et municipaux élus en 2014. Leur mandat devait se terminer au cours de cette année, mais le gouvernement sénégalais a décidé de rallonger la durée de leur mission. Ce report est le fruit d'un consensus de la classe politique. Il est notamment question de définir les conditions de participation des candidats à ces élections afin d'éviter le trop-plein des candidatures comme en 2014 où pas moins de 3000 listes avaient été soumises au choix des électeurs. Des fortes pluies sont tombées la semaine dernière en Côte d'Ivoire, entraînant des inondations dans plusieurs villes du pays. Ces pluies diluviennes ont causé la mort de 5 personnes à Abidjan, ainsi que de nombreux dégâts matériels et la fermeture de plusieurs routes. Thierry Kaoré nous en dit plus. 2 jeunes sont décédés à Abidjan à raison des fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La foudre a tué un enfant ainsi que ses 2 parents dans un village sur la lagune et une mère et son bébé ont également trouvé la mort suite à l'effondrement d'un mur dans le grand quartier populaire d'Abobo. Les eaux ont inondé des écoles et causé de nombreux dégâts matériels. L'eau est rentrée dans les maisons et tout ça. Donc du coup, nous avons commencé à arranger un peu les trucs. On n'a pas pu sauver grand chose. On a pu faire sortir que les habits des enfants et pour nous-mêmes. 160 mm de pluie sont tombés sur Atekoubé. De nombreuses routes sont restées coupées et les compagnies de transport ont dû suspendre leurs liaisons samedi, obligeant certains voyageurs à passer la nuit à la frontière ghanéenne. Donc, le dimanche matin, nous sommes allés secourir certains habitants. Nous avons pu déplacer ce qu'on pouvait déplacer, tout en pensant que l'eau allait reculer, ça allait diminuer. Malheureusement, à notre grande surprise, le lundi, l'eau a continué de monter. Les habitants de la localité pensent que le changement climatique y est pour quelque chose. Ça fait maintenant 6 ans à 7 ans que nous habitons là-bas. Nous n'avons jamais vécu cela. Et ça a commencé depuis l'année dernière, l'année passée. Et cette année encore, à moins de 1 an, dans la même période de l'année comme l'année dernière, les mêmes dégâts se sont reproduits. Donc c'est un changement climatique, nous devons penser au sérieux. Abidjan compte plus de 5 millions d'habitants, dont une grande partie vit dans des conditions précaires. L'année dernière, la saison des pluies s'était soldée par 18 morts et des centaines de familles sinistrées. En Libye, les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, ont annoncé ce vendredi avoir mené des raids aériens contre des sites militaires dans un secteur contrôlé par les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale. Les frappes ont eu lieu à Misrata, une ville située à 200 km à l'est de Tripoli, et d'où sont issus les principaux groupes armés soutenant les forces loyales au gouvernement dans le conflit avec les forces du maréchal Haftar.
Les forces pro-gouvernementales affirment de leur côté avoir abattu un drone appartenant aux forces du maréchal Haftar au-dessus de Misrata. En Syrie, l'appel international à un cessez-le-feu ne porte pas ses fruits, du moins pas encore. Au moins 14 civils ont été tués ce vendredi dans le nord du pays par des raids aériens d'Ankara et des bombardements à l'artillerie des rebelles pro-turcs, d'après un nouveau bilan fourni par une ONG. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo. Des raids aériens et des tirs d'obus vendredi ont tué plus d'une dizaine de civils dans le village de Bab al-Kher et d'autres villages des environs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ankara menace de reprendre son offensive meurtrière contre les forces kurdes après avoir annoncé une trêve jeudi. Si les États-Unis tiennent leurs promesses d'ici à mardi soir, au bout de 120 heures, la question de la zone de sécurité aura été résolue. Mais si cette promesse n'est pas tenue, sans aucune exception, l'opération Source de paix reprendra à la minute qui suivra, là où elle s'était arrêtée et avec encore plus de détermination. Après une intervention diplomatique des États-Unis jeudi soir, la Turquie avait pourtant accepté de suspendre pour 5 jours l'offensive réclamant un retrait des forces kurdes de sa frontière pour y mettre un terme définitif. Mais le président turc apparaît plus agressif ou quasi impatient. Le président du Conseil européen dénonce pour sa part l'accord annoncé par le vice-président Mike Pence, accord qui, selon lui, n'établit pas un réel cessez-le-feu. La situation est assez évidente. Ce soi-disant cessez-le-feu n'est pas ce à quoi nous nous attendions. En fait, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une demande de capitulation des Kurdes. Et je pense que nous devons être très cohérents ici et nous devons réitérer notre appel pour que la Turquie mette fin immédiatement à son action militaire. Dans la même dynamique, le président français Emmanuel Macron a annoncé une initiative commune avec la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique Boris Johnson pour rencontrer prochainement le président Erdogan. Objectif, le convaincre à trouver une solution diplomatique et non militaire à cette crise. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mike Mulvaney, a surpris hier en admettant que le président Trump avait gelé les 400 millions de dollars d'aide militaire dont avait désespérément besoin l'Ukraine pour forcer Kiev à enquêter sur les démocrates et la présidentielle de 2016. Le chef de l'exécutif américain a passé des semaines à démentir l'existence d'un tel échange de faveurs. M. Mulvaney a par la suite publié un communiqué tentant de clarifier ses propos en indiquant que les seules raisons pour le gel des fonds destinés à l'Ukraine, c'étaient des soucis liés au manque de soutien de la part des autres pays ainsi qu'à la corruption. Mulvaney estime que la presse aurait délibérément déformé ses propos au profit de la chasse aux sorcières contre le président Donald Trump. Les Libanais sont à nouveau descendus dans la rue pour protester contre le pouvoir quelques heures après les plus importantes manifestations depuis des années dans le pays, provoquées par l'annonce de nouvelles taxes dans un contexte de crise économique persistante. La veille, des Libanais en colère sont en effet descendus spontanément par milliers dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique accusée de corruption et d'affairisme dans un pays aux infrastructures en déliquescence où la vie est chère. Les banques, les écoles, les universités et les institutions publiques sont restées fermées en raison des craintes de dérapage. Et puis la frontière routière entre l'Espagne et la France était coupée dans les deux sens par des manifestants indépendantistes catalans au 5e jour de la mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. C'est ce qu'indique aujourd'hui le gouvernement espagnol. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, nous irons au Cameroun, où une jeune entreprise de fabrication de drones fait parler d'elle dans la lutte contre l'insécurité. Son promoteur n'a que 25 ans. Un régal visuel et cela dure depuis 48 ans dans le Nouveau-Mexique ici aux États-Unis. Il s'agit du plus grand festival de montgolfières au monde. Enfin en sport, l'Afrique du Sud joue son quart de finale du mondial de rugby. Rencontre prévue dimanche face au pays hôte, le Japon, et qui dégage un parfum de revanche. Rendons-nous tout d'abord au Cameroun pour faire la découverte d'une jeune entreprise dénommée Tagus Drone. Elle est dirigée par un ingénieur camerounais de 25 ans qui fabrique des drones localement. L'entreprise en a déjà fabriqué 3. L'un est spécialisé dans la lutte contre l'insécurité. C'est un reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap. Voici le drone solaire à 4 moteurs, une fabrication de l'entreprise Tagus Drone, dont la conception remonte à 2017 dans l'optique de lutter contre la secte Boko Haram. Je me suis dit que s'il y avait un engin qui pouvait survoler les airs, prendre des images et les envoyer en temps réel, ceci permettra à nos armées de mieux surveiller les frontières. C'est comme ça qu'à partir de là, je commence à travailler, à faire des recherches. Je trouve qu'il y a ces engins qui existent, ce sont les drones. Et je commence à faire des recherches dessus et je parviens à monter un prototype en 2017. À ce moment-là, Borel est étudiant ingénieur de conception en énergie renouvelable en fin de formation à Maroua. Sur le terrain des opérations contre Boko Haram, ce colonel de l'armée camerounaise, aujourd'hui à la retraite, a eu vent de l'invention du jeune ingénieur. Le fait qu'il soit déjà dans la construction des drones, c'est une possibilité pour lui de pouvoir répondre à beaucoup de sollicitations. Donc si aujourd'hui il le fait pour la surveillance des frontières, c'est déjà un domaine qui est très intéressant. C'est un domaine qui offre une très bonne opportunité pour son produit. L'équipe de Tagus Drone s'est élargie. Audrey en fait partie et travaille ici avec les autres dans ce local qui leur a été cédé gratuitement à Yaoundé. Pour le drone, actuellement, j'ai beaucoup plus travaillé sur les drones qui ont des caméras. Oui, et les logiciels que nous avons développés jusqu'à présent, c'est la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la détection faciale, la détection de personnes. La jeune entreprise Tagus Drone ambitionne de fabriquer localement d'autres drones classiques et solaires d'ici 2021, à condition d'obtenir les financements sollicités qui s'élèvent à 840 000 $. Emmanuel Juntap, VOA Afrique, Yaoundé. Place maintenant à notre chroniqueur sportif Yacouba Ouedraogo pour son dernier bulletin de la semaine. Bonsoir Yacouba, que se passe-t-il sur le continent? Bonsoir John et bonsoir à tous. C'est le dernier virage pour la qualification au CHAN 2020 et c'est un gros week-end qui s'annonce donc sur le continent avec les matchs retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. On connaîtra les 15 pays qui rejoindront le pays hôte, le Cameroun, pour la phase finale. Et malgré sa victoire à l'aller 4-1 sur le Nigeria, le Togo se veut méfiant quant au retour demain à Lagos. La Côte d'Ivoire reçoit le Niger avec 2 buts de retard. Petit avantage pour les étalons du Burkina qui jouent à Ouagadougou avec 1 but d'avance sur le Ghana. Idem pour le Sénégal qui se déplace à Conakry. Le Mali et la Mauritanie s'affrontent dimanche au stade Modibo Keïta de Bamako. La République démocratique du Congo a une belle avance de 2 buts avant de recevoir la Centrafrique. À suivre aussi Congo-Guinée équatoriale après le 2-2 à l'aller à Malabo. Le match au sommet dans la zone nord oppose le Maroc à l'Algérie. En Europe, Victor Osimhen a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. L'attaquant nigérian de Lille a enlevé ce prix qui récompense le meilleur joueur du mois dans le championnat français de première division devant l'Algérien de Monaco, Islam Slimani. Le mois dernier, le Super Eagles a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matchs, alors que Victor Osimhen découvre la Ligue 1. Il n'a pas mis assez de temps pour s'adapter. Depuis le début de la saison, il a inscrit 7 buts en 9 matchs dans le championnat français.
En Espagne, voisin, le Classico Barça-Real du 26 octobre a été reporté. Cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid, match du club le plus suivi au monde, a été repoussée en raison des troubles en Catalogne. Mercredi, la Ligue de football professionnel, la Liga, avait demandé à la fédération que le premier Classico de la saison prévu au Camp Nou puisse se jouer à Madrid. Elle justifiait cela par les manifestations des indépendantistes mobilisés depuis 5 jours contre les peines de prison infligées lundi à 9 de leurs dirigeants pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. On finit avec la balle ovale. Ils veulent remporter le mondial de rugby qui se joue présentement au Japon. Et pour cela, les Springboks sud-africains doivent faire face à un double défi en quart. L'équipe japonaise qui les a battus lors du dernier mondial il y a 4 ans en Angleterre. Et bien évidemment, le public nippon mobilisé derrière les siens. Comment se prépare ce remake du mondial 2015 qui aura lieu ce dimanche à Tokyo? Nous avons quelques éléments de réponse pour vous dans ce sujet. Pas de sentiment de revanche, c'est l'attitude que tentent de montrer les Springboks à 2 jours de leur quart de finale face à l'hôte japonais qui les avait défaits 34-32 à Brighton en Angleterre en 2015. L'Afrique du Sud a quelque peu effacé cette douleur car ayant réussi à corriger le Japon en match de préparation de ce mondial 41-7, même si ce n'était qu'une rencontre d'essai, cette gifle retournée aux Japonais a soulagé, un tant soit peu, les Springboks. C'était très dur de perdre comme ça en Angleterre. Ça nous a collé à la peau jusqu'au match que nous avons dû jouer quand nous sommes arrivés ici. C'est quelque chose que nous ne voulons évidemment plus revivre. Nous avons une meilleure équipe maintenant. Une équipe qui a terminé 2e de sa poule derrière les doubles champions du monde néo-zélandais. En face, le Japon a des arguments à faire valoir. Après sa victoire contre l'Écosse 28-21, les Japonais abordent ce cas, gonflés de confiance en leur jeu maîtrisé, leur forme physique étincelante et portée par tout un pays. Ils pourront aussi s'inspirer du miracle de Brighton, qui les a propulsés dans la cour des grands. Mais attention, cela relève du passé et ils en sont conscients. Nous sommes une équipe différente, des joueurs différents. Oui, nous avons des joueurs qui étaient... C'était un exploit incroyable pour la dernière Coupe du Monde. Mais nous travaillons sur nos propres valeurs. Je ne ferai pas allusion à cela. C'est donc la forme du moment qui compte et pour cela, le Japon est sorti premier de sa poule en battant notamment l'Écosse et l'Irlande. Toutefois, il devra cette fois encore aller chercher très profond dans les ressources pour faire face à une puissante équipe sud-africaine, double championne du monde qui, même si elle refuse de le dire ouvertement, caresse le secret espoir de corriger le Japon devant son public pour faire taire à jamais ce fameux miracle de Brighton. On aura donc la réponse lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci Yacouba. Rendez-vous est pris pour lundi. Au cours des 48 dernières années, tous les mois d'octobre, des montgolfières envahissent le ciel d'Albuquerque, j'arrive, au Nouveau-Mexique, ici même aux États-Unis, offrant aux spectateurs un régal visuel d'une rare beauté. Julie Tabot de VOA s'est rendue dans la plus grande ville de cet État du Sud-Ouest pour voir comment un lancement modeste de 13 ballons il y a près de 5 décennies est devenu le plus grand festival de montgolfières au monde. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Gary Miklik est pilote de montgolfière depuis 32 ans. Ralentissons un peu. 20 de ces années se sont déroulées à l'Albuquerque International Balloon Fiesta, où ces merveilles volantes remplissent le ciel depuis 48 ans. Nous volons juste au-dessus de la surface de la Terre, très près du sol ou très haut. Je veux dire que c'est unique. Il y a peu de types d'appareils où vous pouvez flotter au-dessus du sol. Après ce premier vol, on devient accro. Le festival est le plus grand événement de montgolfière au monde. Cette année, il a attiré plus de 550 pilotes de tous les États-Unis et de 17 autres pays. Environ 800 000 visiteurs sont venus voir les ballons de toutes formes et tailles. Des événements spéciaux de Glodéo la nuit aux ascensions en masse tôt le matin. Un étonnant spectacle de centaines de ballons qui volent au lever du soleil dans une série de vagues successives. Le tout pendant 1 heure. J'y assiste depuis 40 ans, depuis que je suis venue ici pour l'université. Et c'est fabuleux à chaque fois, imbattable.
C'est typique du Nouveau-Mexique. Je ne connais pas d'autre endroit qui ait quelque chose de semblable. C'est presque une tradition de venir chaque année. Chaque habitant sait que chaque octobre, c'est le temps des montgolfières. Je n'avais jamais vu cela en personne et je pensais, et si j'étais un jour au Nouveau-Mexique et que mes cousins m'y emmenaient, et mon rêve est devenu réalité. Pour les habitués comme pour les nouveaux, un seul objectif, celui de revenir. Partout dans le monde, les amoureux de montgolfières rêvent de venir ici et certains reviennent comme moi. À l'année prochaine! À l'année prochaine donc, et cette preuve d'amour qui nous vient de certaines régions du nord de l'Inde, j'ai dit, c'est-à-dire hier, et à l'occasion d'un festival hindou qui s'y déroulait, les femmes ont décidé d'observer un jeûne afin d'implorer le ciel d'accorder longue vie à leur mari. Durant cette fête traditionnelle séculaire, les femmes se lèvent avant l'aube pour commencer un jeûne au lever du soleil et ne mangent ni ne boivent jusqu'à ce qu'elles voient la lune et leur mari à travers une passoire le soir. Et c'est vêtu d'attraits colorés et des tatouages au henné sur leurs paumes que ces femmes, dans la plupart des villes indiennes, cassent leur jeûne. Et la cérémonie de cette année intervient quelques jours avant la fête des Lumières hindoues ou Diwali, considérée comme propice aux femmes mariées. Voilà donc qui pourrait inspirer plus d'une femme sur le continent. Et si vous priez pour votre mari, il y a de fortes chances que vous alliez sur d'autres planètes. En tout cas, lorsque les astronautes graviteront autour de la Lune ou vivront à sa surface au cours des 10 prochaines années, ils le feront probablement dans des loges spatiales gonflables en cours de développement. Des dizaines de responsables de la NASA et d'anciens astronautes sont en train de terminer l'examen de 5 maquettes d'habitat spatial construites par différentes sociétés. Les maquettes offrent à l'Agence spatiale américaine des idées pour une passerelle idéale. En mars, le vice-président américain Mike Pence a demandé à la NASA d'amener son premier équipage d'astronautes sur la Lune d'ici 2024, ce qui a donné lieu au programme Artemis de l'Agence spatiale américaine. Le programme d'habitat et de colonisation de l'espace lunaire devrait coûter plus d'1 milliard de dollars d'ici 2028. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.